Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. C'est une méthode de soins de plus en plus plébiscitée par les Français. L'ostéopathie, la thérapie du libre mouvement, permet de soulager ou traiter l'organisme par des manipulations osseuses ou musculaires notamment. Du nouveau-né, en passant par la personne âgée ou la femme enceinte, tout le monde peut consulter. Et nous recevons Hervé Gaillard. Il a monté une association à Marseille pour faire de la recherche en ostéopathie notamment. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, pourquoi en êtes venu à l'ostéopathie? Comment vous y êtes venu? Vous étiez kiné auparavant. Racontez-nous un petit peu ce métier. Je vais essayer de faire court. Je suis un étudiant, un élève moyen, passionné de voile et de régate, et je ne pense pas trop à mon avenir professionnel. Et puis, passant le bac tardivement, je suis obligé de faire l'armée. Et là, je me dis, bon, il faut trouver un métier, et le métier de soin de kiné m'interpelle. Je réussis mon concours pendant l'armée, je fais des études de kiné. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, en faisant kiné, je suis un peu frustré par le fait qu'on apprenne l'anatomie, la physiologie, des choses exceptionnelles, mais on nous démontre un petit peu qu'on restera paramédicaux, que ça n'en touche pas, que ça n'en fait pas. Et puis, en troisième année, un de mes copains sportifs de haut niveau en tennis se fait mal à l'épaule droite en tant que droitier et consulte les profs de la fac rapidement, kiné, médecin, rhumato, qui lui disent tous, tu as une tendinite du long biceps, arrête-toi 3 semaines de jouer, vois un kiné. Et lui se dit à l'époque, en 85, on est à peu près, le compte est noé, il ne s'arrête pas 3 semaines pour un bobo à l'épaule. Je vais voir Jacques Bailly, qui est un ostéopathe qui les suit, kiné ostéo. Et le lendemain de la consultation, je vois mon copain Jean-Pierre, je lui dis alors, eh ben, écoute, il m'a débloqué 4e, 5e cervical, je peux jouer aujourd'hui et demain servir. Et là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il n'avait que soigné avec ses mains une séance. Et une douche chaude m'est tombée sur le dos. Même quand j'en parle, j'ai encore un frisson. Et je me suis dit, bon, c'est pour moi. J'ai même eu l'impression que les 120 de la promo allaient me suivre. J'en ai amené 6 et je suis le seul à avoir complètement terminé ostéopathie et être déconventionné aujourd'hui. Et combien d'années justement d'études? Alors après kiné, où on fait 3 ans après concours, on a 5 à 6 ans. Moi, j'ai fait 6 ans à temps partiel. J'étais kiné, je gagnais ma vie et je me payais ma formation 5 jours par mois, sous retour d'un week-end, et tout ça pendant 6 ans. Et donc la particularité, c'est que c'est vraiment le toucher qui permet de traiter en fait les patients. Le seul outil, c'est nos mains. C'est les mains. Ouais. On s'intéresse à la globalité de l'individu. C'est une médecine qui vient des États-Unis, qui a été réinventée quelque part, parce qu'Hippocrate en parlait à l'époque, où ce monsieur Dr Steele aux États-Unis en 1880, il est en gros infirmier, il s'autoproclame médecin comme beaucoup à la plupart à ce moment-là. On est après la guerre de sécession, et dans les pathologies, les épidémies qu'il y a, ils se rendent compte qu'il y a des différences entre ceux qui ont des épidémies, des pathologies, et ceux qui ont eu un choc sur la colonne vertébrale. Il se dit, tiens, il y a un lien entre la colonne vertébrale et la fonction. Il perd aussi en plus certains de ses enfants. Il apprend à manipuler des cadavres pour faire vite. Il se rapproche des Indiens et des Amérindiens surtout, et qui lui montre qu'il y a des manipulations à faire, qu'il y a des plantes qui sont intéressantes, qu'on n'est pas juste à faire des saignées ou à donner du mercure à des patients pour ne pas les traiter. Il apprend beaucoup l'anatomie et il met au point l'ostéopathie, qu'il déclare comme ça, sur la frontière canadienne, à Kirksville. Et depuis, une formation à 4 ans s'est formée. Et aux États-Unis, puis en Europe, l'ostéopathie est arrivée parce que c'est une médecine exceptionnelle. Et les motifs de consultation, quels sont les plus courants? On parle souvent les plus courants, c'est le lumbago, la lombalgie, la Oui. cervicalgie, le problème mécanique, ostéo-articulaire, l'entorse de cheville, une sueur traumatique, où là on peut être complémentaire des kinés d'ailleurs, parce qu'on peut travailler dans la main. Mais c'est un métier qu'on fait complètement, être un peu kiné, un peu ostéo. Je l'avais dit dans l'émission déjà, c'est un peu dommage. Il faut être exclusivement ostéopathe pour être bon. On ne fait bien que ce qu'on fait tout le temps, même si c'est un peu frustrant pour ceux qui ont le droit de partager ce titre chez les médecins ou chez les kinés. Parce que justement, ce toucher très particulier, il s'acquiert au fur et à mesure de la pratique. C'est pas inné quand même. Moi, je nous compare un peu à des interprètes comme des chefs cuisiniers. C'est-à-dire que on n'est pas chef tout de suite. Et c'est pour ça que je fais du compagnonnage dans mon association. On va y revenir pour former des jeunes. Ce passage du toucher, ce 5e sens qu'on a un peu oublié dans notre siècle, c'est c'est incroyable. Moi, je suis tous les jours surpris parce que je sens, parce que je touche et parce qu'on reçoit ou me rapproche, le patient me renvoie dans son émotion, dans sa santé, dans son relâchement. Voilà. C'est donc l'école du toucher, ça serait peut-être ce que je veux passer. Alors justement, on va voir ensuite des images. L'idée, c'est que vous pouvez traiter tout le monde, même les nouveau-nés. Et justement, quand on démarre tôt, on peut arriver peut-être aussi à débloquer des choses qui vont permettre d'avoir une vie plus facile après. C'est une médecine préventive plutôt que curative. On préfère voir les gens en révision campagne. Je leur dis, venez une fois ou 2 par an,
faites-vous réviser, comme ça on n'aura pas de problème. Un peu comme la médecine chinoise ou d'autres médecines alternatives. Oui, dans l'idée, on vient une fois par an, une à deux fois par an. Voilà. Et puis il y a la médecine préventive du tout petit, voire même avant enceinte. C'est-à-dire qu'on peut agrandir l'appartement de maman quand elle est enceinte pour qu'il soit plus à l'aise, pour qu'il n'ait pas ses premières compressions, surtout si c'est une grossesse gémellaire. Et puis après l'accouchement plus ou moins compliqué, il peut y avoir des compressions, des déformations. Comme disait Steele à l'époque, quand la bradille est courbée, la plante peut se tordre complètement, donc autant la prendre assez tôt pour faire en sorte qu'elle ne soit pas courbée. Donc on s'intéresse beaucoup au crâne de l'enfant et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans avec le conseil départemental en PMI, où on essaye de démontrer qu'on a une action sur les nourrissons, à la fois sur le plan mécanique, quand ils ont des mauvaises postures de tête, mais aussi par rapport au plan viscéral. On sait très bien que la compression de la base occipitale va gêner à la succion, à la déglutition, à la digestion, aux coliques, aux remontées gastriques. Donc il y a plein de fonctions dont on n'imagine pas qu'un ostéopathe peut traiter juste par ses mains. Oui, par exemple, le RGO, ce reflux, Voilà. c'est ça, gastro-œsophagien, qui est très courant. Voilà, dans mon association, on avait déjà fait en 2006 une étude clinique quantifiée sur 148 BP, grâce à une pédiatre disparue, Madame Patricia Leroux, qui nous avait aidé pour qu'on ait assez de bébés qui aient démontré que le RGO, la remontée gastrique œsophagienne, qui est due à une compression du nerf vague à la base de l'occiput, peut être traité par une ou deux séances chez nous lorsqu'il n'y a pas une dysfonction majeure. Donc dans la plupart des cas, c'est un confort qui n'est pas grave pour le pédiatre au sens dès que l'enfant prend du poids, mange, on n'est pas dans l'inquiétude, mais en tout cas c'est un confort, ces pleurs et ces stress de parents font que souvent des mamans me disent vous avez changé mon bébé en une séance. Et la particularité aussi dans les conseils qu'on peut donner, c'est la position du bébé. Donc quand il dort, alors on dit beaucoup, il faut l'allonger sur le dos. Vous utilisez des cocons un petit peu spéciaux qui permettent au bébé vraiment d'avoir une position efficace en fait de la tête. Alors on est rentré depuis une étude il y a 20 ans qui démontrait qu'il y avait une mort subite du nourrisson plus importante lorsqu'on mettait les bébés sur le ventre. Et donc on est passé un peu par rapport à cette peur, on les met sur le dos et pas autrement. Alors que personne n'a dit que on pouvait être sur le côté et dans des positions un peu biaisées aussi. Donc on a eu des bébés qui ont des crânes déformés, qu'on appelle des brachis ou des plagiocéphalies. Ça c'est l'objet de la deuxième étude avec l'association qu'on fait en PMI depuis 3 ans et qui démontre qu'un bébé qui se met dans sa position préférentielle comme dans le ventre de sa mère va s'auto-déformer et va avoir un crâne qui devient asymétrique. Et donc un crâne, une partie complètement plate par exemple. Complètement plate parce que ça gonfle et c'est mou. Donc là où ça reste en appui, ça ne peut pas prendre sa rondeur et son galbe. Donc en fait nous on n'a pas un miracle pour le rendre rond pour l'instant, mais pour lui donner moins envie d'aller sur ce comté préférentiel, plus le calage. Alors on peut citer Mme Salducci qui pendant 40 ans a travaillé en néonate à Nord sur des bébés de nourrissons qui étaient dans des positions qui ne savaient pas se mettre. Et elle a fait des mousses en cocon pour essayer de les caler comme des nids. Elle en a inventé le coconut baby, le câlin, il y a plusieurs trucs où on essaie d'avoir l'enfant pas trop serré, mais un peu calé. Alors, il a été décrié il y a 2 ans parce qu'il y a eu quelques incidents sur des gens qui s'en servaient mal, surtout. Mais moi, j'y reconnais quand même pas mal de qualité parce que les jambes sont un peu fléchies, parce qu'il est un peu calé. Et on peut s'en servir en le tournant en biais, en faisant pas mal de choses. Puis l'enfant est un peu rassuré aussi, j'ai l'impression, parce qu'il sent cette partie autour de lui. On a un peu modifié depuis notre étude. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler en PMI. D'abord parce que ça a un coût. On a trouvé encore mieux et moins cher ou aussi bien. C'est de pouvoir proposer aux mamans de le mettre sur le côté. Donc, plutôt que d'avoir la serviette roulée, on risque de partir en avant. Un double boudin, ça s'appelle un cale-bébé, on en vend un peu partout en France, et ça permet d'avoir un bébé sur le côté, d'un côté ou de l'autre, pour qu'il ne soit pas toujours sur son côté plat. Et donc ces plagiocéphalies, justement, les déformations de la tête, ça c'est de plus en plus courant. Et l'ostéopathie, permet vraiment de juguler en quelques séances, en fait, ce problème-là. Oui, on peut aller très vite. 1 ou 2 séances peut aller vite, plus le conseil de maman, si elle suit les postures, à condition qu'on le prenne tôt. Après 4 mois et demi, là, on est en train de se rendre compte, c'est en gros, on ne peut plus le défaire. Donc c'est vraiment important. L'âge idéal pour nous de la première consultation, c'est 3 semaines, 1 mois. Mais c'est vrai qu'avant 2 mois, il faut qu'on règle ce problème. Et là, l'information, il est important pour que les pédiatres qui sont un peu frileux par rapport à nous l'entendent. On fait pas mal, on y va en douceur, il faut le prendre très tôt. Oui, justement, on voit sur ces images, c'est très doux. Évidemment, vous ne faites pas craquer. Il y a vraiment... comment on le décrit, justement, ce travail-là? C'est en étant à l'écoute un peu du bébé aussi, lui-même? Déjà, il ne faut pas avoir peur de toucher un petit nourrisson. C'est beaucoup plus solide que ce qu'on croit. Et moi, j'ai toujours été à l'aise, même quand j'étais kiné, pour toucher des bébés. Donc, je les aime. Ça, vraiment, je suis à l'aise. Ensuite, finalement, si on a une main qui est douce et qui demande l'autorisation quand on va le toucher, qu'il nous accepte. C'est rare chez moi qu'ils pleurent. Soit on les fait téter, soit on trouve un biberon, soit on les met au sein. Ça doit être sympathique, il ne faut pas que les parents soient stressés. Et ça, c'est important. Dans tous les petits films, on montre bien que ce n'est pas agressif, c'est en douceur. Un bébé,
Ça va vite dans un sens ou dans l'autre, mais il suffit d'appuyer au bon endroit, au bon moment, quelques secondes, c'est réglé. Donc ça peut être miraculeux, et parfois ça ne fait rien. Il faut aussi qu'on soit humble, parce que des fois on n'a pas de résultat, ou peu, hein, mais dans l'ensemble, on peut faire des choses superbes avec très peu de soins. Ils sont souvent très réceptifs. Alors il y a aussi quelque chose que vous avez mis en place, c'est ce travail de compagnonnage avec des jeunes ostéopathes, tout juste formés, parce que vous souhaitez justement leur transmettre un petit peu ce toucher, cette expérience. Oui, de la même façon que moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais chez un kiné ostéopathe qui m'a dit « Fais cette école, moi je vais t'amener l'école anglaise et toi tu m'as amené l'école française où on fait beaucoup de crâniens ». Cet échange m'a beaucoup plu. Donc le passage de savoir, ça me paraît important et c'est dans ma tripes. J'ai pas eu l'occasion d'être en école prof. Par contre, j'ai eu, où ça a été difficile, et j'ai toujours eu envie d'ouvrir mon cabinet pour que des jeunes ostéopathes professionnels viennent prendre des bonnes techniques pour le passage du toucher. Et donc, c'est pas facile de parler du toucher parce qu'il y a plein de vocabulaire et c'est pas facile à donner. En même temps, je voulais pas non plus ni que ce soit payant, ni que ce soit gratuit. Donc, en échange, je leur demande, comme dans le compagnonnage, un travail d'études cliniques à faire sur tel ou tel cas. On l'a fait en orthopédie, on a fait pour les hanches, on a fait pour les nourrissons. Des thèses, voilà, un travail très précis. Voilà, c'est comme une thèse, mais c'est un travail d'études cliniques pour que le monde médical puisse répondre à la critique qu'il nous fait. C'est pas prouvé, c'est pas publié, vous êtes des charlatans. Ok, j'entends la critique, je peux comprendre qu'on puisse proposer dans l'air des choses. Nous allons essayer de démontrer, voilà ce que je me suis mis il y a 15 ans, 20 ans, de démontrer que nous avons une efficacité scientifique. Justement, c'est ma dernière question. Au niveau de la reconnaissance, il y a encore un chemin à faire avancer au niveau de l'ostéopathie. Qu'est-ce qui reste à faire justement aujourd'hui pour plus de reconnaissance? J'ai envie de dire qu'il y a tout à faire. Il y a un surnombre d'ostéopathes parce que politiquement on a fait une erreur avec trop d'écoles et trop de jeunes. En même temps, ça amène, il n'y a jamais autant de gens qui entendent parler de l'ostéopathie qui viennent consulter. Donc il faut qu'on soit compétent et il faut qu'on montre au monde médical et au monde scientifique qu'on fait des choses intéressantes, non dangereuses et qu'on peut le démontrer techniquement, rationnellement. On n'est pas dans l'ésotérisme et pourtant il faut un peu ouvrir aussi les œillères. Merci beaucoup Hervé Gaillard d'avoir été avec nous. Ce sera un plaisir de vous recevoir par la suite pour parler d'autres thématiques. Merci en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous voulez plus d'informations sur ce groupe de recherche justement en ostéopathie, vous avez le site internet qui s'affiche. Voilà, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.